Salut à tous. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais ce coup-ci sur le JavaScript. Donc, au sein de ce fichier se trouve le fruit de mon apprentissage de JavaScript. Et pour éviter de passer trop de temps à vous présenter ce que j'ai fait, on va faire ça de manière très succincte, section par section, sans rentrer dans le détail, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous partagerai le contenu de ce fichier via un lien GitHub. De cette manière, vous pourrez en avoir tout le détail. On pourra en discuter dans les commentaires. Vous apprendrez peut-être de nouvelles choses ou peut-être m'en apprendrez vous également. On verra. Donc, pour aller assez vite, nous avons les conditions ici, donc pas de grandes découvertes, hein. Donc if, else, très classique, les switches, les conditions ternaires. Ensuite, ce qui est nouveau pour moi, eh bien, c'est le REST, le spread et le destructuring, donc vraiment très puissant. Donc ensuite, eh bien, nous avons les boucles en tant que telles. Donc ici, j'ai créé un objet qui me servira pour mes différentes boucles, que je convertirai au besoin sous forme de tableau, parce qu'il y a des boucles qui ne peuvent traiter que de tableaux. Ici, j'ai découvert le principe d'accesseur, que je méconnaissais. Donc ensuite, j'ai également découvert les symboles, qui sont un type primitif, comme string ou number peuvent l'être. Donc le symbole, eh bien c'est quoi? C'est un type d'identifiant unique et non modifiable, très utile dans le cas par exemple de clés uniques au sein d'un objet. Alors, on a les littéraux de gabarit, très puissants pour conserver le formatage d'une chaîne de caractères, intégrer des variables sans passer par la concaténation habituelle. Ensuite, j'ai également découvert une chose que beaucoup méconnaissent également, c'est la possibilité de définir des règles d'écriture et de configuration pour différentes propriétés ou méthodes d'un objet. Ensuite, on a les boucles while et do while, donc là c'est assez classique. Ce que j'ai découvert en revanche de très puissant, eh bien, ce sont les générateurs qui permettent en fait de progresser étape par étape au sein d'une boucle, de mettre en pause ou de poursuivre l'itération au besoin. Donc c'est vraiment très puissant. Ensuite nous avons les boucles for, donc très classique, pas de découverte là-dessus. Il y a juste la méthode entries de l'objet objet que j'utilise pour convertir mon objet en tableau selon les besoins. Donc le besoin ici c'est quoi? Eh bien c'est de pouvoir retrouver la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui composent ce tableau, pour ensuite eh bien, passer tout ceci au sein de ma boucle for. Donc ensuite on a la boucle for in pour les objets, puisque ça liste les clés et non les valeurs. La boucle for off pour les tableaux, puisque ça liste les valeurs et non les clés. Ensuite, on a la boucle for each qui fonctionne comme la boucle for off. On a ensuite un bout de code où j'ai en fait mis en application, mis en pratique le principe de récursivité. Et tant qu'à faire, j'ai mélangé tout ça avec le principe de fonctions auto-invoquées, les IIFE. Et les fonctions anonymes fléchées. J'ai également utilisé la condition ternaire, très pratique car très courte. J'ai également découvert une méthode très pratique pour répéter autant de fois que l'on veut une chaîne de caractères. Donc ici c'est une tabulation, ce qui s'avère très pratique par exemple pour indenter à chaque fois automatiquement, vous savez, à chaque fois que je descends d'un niveau dans l'objet. Voilà, donc ensuite il y a la méthode filter qui permet de créer un nouveau tableau selon certaines conditions. Donc ici,
Je stocke tout ce qui est de type string, sinon ça ne se stocke pas. Il y a la méthode map qui permet également de créer un nouveau tableau selon un certain nombre d'opérations. Il y a les sets qui sont des listes de valeurs uniques, très pratiques, qui n'ont pas de clé, mais peu importe, c'est très très pratique. Donc il y a tout un tas de choses que l'on peut faire avec. On peut vérifier si une valeur existe, on peut ajouter une valeur, la supprimer. On peut également regarder le nombre d'enregistrements qu'il y a au sein de cette liste. On peut réutiliser le principe d'itérateur que l'on a vu avec les générateurs, c'est-à-dire progresser étape par étape pour afficher les valeurs, mais aussi le statut de l'itération. Alors, des fois je parle très vite, j'espère juste que je ne bug pas trop quand je vous présente tout ça. Voilà, donc là ce ne sont que des boucles assez basiques. Alors ici ce qui se passe, c'est qu'on convertit la liste de valeurs uniques qui normalement n'a pas de clé, en un tableau qui aura des clés. Et ces clés auront la même valeur que les valeurs contenues dans le set. Voilà. Donc ensuite, nous avons les weak sets qui sont un type de set, mais restrictif, c'est-à-dire que le weak set ne peut contenir que des objets, et le tout n'est pas bouclable. Voilà. Donc ensuite, nous avons l'objet map, qui permet d'utiliser n'importe quel type de clé au sein d'un objet. C'est-à-dire que votre clé peut être de type number, string, objet, array, function, etc. Donc ça peut être très pratique, j'imagine, dans certains cas de figure. Donc les weak maps existent également. Ça fonctionne selon le même principe que les weak sets. Donc il n'y a pas vraiment lieu de s'y attarder. Donc il y a les fonctions. Donc ici, encore une fois, c'est assez classique. La petite nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir attribuer une valeur par défaut aux paramètres courants. Voilà. Donc ensuite, je me suis un peu amusé ici avec l'ensemble des syntaxes qu'on peut trouver en ES6. Donc j'ai créé une fonction auto-invoquée, donc fonction anonyme fléchée, avec valeur par défaut pour le paramètre. Donc tout ça fait que c'est une fonction qui est très légère syntaxiquement et j'imagine assez efficace. Ensuite, il y a les closures que j'ai également abordées. Donc ce que j'en ai compris, c'est que la fonction enfant se souvient de son environnement, ce qui fait que une fois que la fonction parent est instanciée, on peut incrémenter la valeur qui s'y trouve. Donc cette valeur dont on se rappelle, en somme, dont la fonction interne, la fonction enfant, se rappelle. Voilà, je ne sais pas si je clarifie les choses comme il le faudrait, c'est encore nouveau pour moi, il est possible que je dise des conneries. Bref, ensuite on a les mixins qui sont assez sympas puisqu'elles permettent d'attribuer à la volée des propriétés et des méthodes à des objets déjà existants. Une autre version en INIFE, donc c'est-à-dire en fonction auto-invoquée. Donc quelle est la pertinence de ce code, je ne sais pas. C'est un code qui provient de FreeCodeCamp. Et ensuite on va finir avec tout ce qui touche aux classes. Donc ici nous avons nos classes et constructeurs, puisqu'en fin de compte une classe ici est un constructeur. Et pour chacune de ces classes, on attribue tel ou tel prototype, sachant que la différence entre un prototype et et les propriétés et méthodes d'une classe, c'est que le prototype, on va pouvoir le partager avec toutes les instances existantes, alors que alors que la classe en elle-même, elle va copier son contenu dans toutes les instances. Voilà, encore une fois, j'espère vraiment que je
que je ne bug pas en expliquant ce que je crois avoir compris. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité donc de rendre l'attribut d'un constructeur inaccessible. Donc là, c'est du bidouillage, on est d'accord. Il y a un autre bidouillage qui est proposé, qui m'a été proposé par un codeur sur un serveur Discord. C'est celui-ci qui est beaucoup plus propre. Et en effet, là, on rend factuellement privé la propriété suivante. Donc c'est déjà beaucoup plus propre. C'est un peu plus lourd, certes, mais ça fonctionne. Voilà, et ensuite on tombe sur la version récente ES6 des classes. Donc le fameux sucre syntaxique qui nous permet de créer des classes visuellement plus confortables. Donc on a la classe ici, on a le constructeur qui est défini là, les différentes méthodes, et on a même des fonctions statiques que l'on peut appeler sans instancier la classe. Donc vraiment très pratique. Bien sûr, on a le principe d'héritage. Donc ici, le chat hérite de la classe animaux. Et on peut même utiliser... comment dire ça? Pas utiliser. On peut même passer les paramètres du constructeur parent au... Encore une fois, j'ai bugué. On recommence. On peut même passer les paramètres du constructeur courant aux paramètres du constructeur parent. Voilà, j'y suis arrivé. On peut également appeler une méthode parente dans une méthode enfant. Voilà. Et ensuite, tout ceci se termine par un fetch, async et await, qui sont des manières d'utiliser JavaScript de manière asynchrone. Voilà, donc je ne vais pas essayer d'expliquer la chose. Je risque encore de me planter. Voilà, donc ici on a la vieille syntaxe et on a la plus récente. Donc ici, on détermine factuellement donc que fonction est de type asynchrone. Et les await en fait feront, comment dire ça, que le code qui suit ne sera appliqué qu'une fois que le code précédent, lui, aura été appliqué. Voilà, donc je ne sais pas comment je m'en suis sorti, j'espère que ça n'a pas été un trop gros cafouillage. Je vous remercie pour votre patience, et à bientôt peut-être.